Résumé stratégique complet du front, la semaine qui a redéfini la guerre. Du 25 au 28 décembre 2025, la offensive russe frappe sur tous les axes du front. Entre Noël et le dernier jour de l'année 2025, la Russie a mené l'une des campagnes militaires les plus coordonnées depuis le début de l'opération militaire spéciale. En 5 jours, du 1400 au 1403e jour du SVO, Moscou a orchestré une offensive multifrontale allant de la mer Noire au nord de Kharkiv, combinant percée terrestre, frappe énergétique massive, guerre électronique et pression asymétrique. Le bilan, Gouliapol est tombé, Kupiansk vacille. Kiev est plongé dans le noir, et aucun secteur du front n'est épargné. Cette semaine marque un tournant stratégique. La Russie ne cherche plus à contenir, elle vise à démanteler définitivement la capacité défensive ukrainienne avant le printemps 2026. 1. Le front sud. Gouliapol tombe, Orekov en danger. Une victoire stratégique à Gouliapol. Le 28 décembre, après 32 jours de bataille acharnée, le ministère russe de la Défense a annoncé la libération totale de Gouliapol. 76 km² reconquis, plus de 7000 bâtiments nettoyés, 41 points de la ville filmés avec des drapeaux russes. L'armée ukrainienne, dépassée, a perdu toute organisation défensive dans le secteur. L'ennemi s'est replié 10 à 15 km en arrière, le long de la route menant à Orekov, dans une tentative désespérée d'éviter la division du front. Dès le 25 décembre, la prise de Kosovtsevo avait ouvert la voie vers Ternovatoye. D'ici le 28, les forces russes approchaient des abords de Zalenchik, un carrefour ferroviaire crucial. La prochaine cible, Omelnik, puis Orekov, décrit comme le dernier nœud de défense. Ukrainien sur tout le front de Zaporizhia, si cette ligne cède, la route vers Melitopol et la mer d'Azov s'ouvre. Stepnogorsk et Primorsk. Consolidation du flanc. Le 28 décembre, Stepnogorsk est officiellement libéré après des semaines de combat. À Primorsk, les troupes russes nettoient les quartiers centraux et sud, tout en se rapprochant rapidement de Pavlovka. Ces gains consolident le flanc sud de l'offensive, empêchant toute contre-attaque ukrainienne depuis le littoral. 2. Le Donbass central. Encerclement, nettoyages urbains et pression sur Slaviansk. Dimitrov libéré, Krasnoarmaïsk en vue. Le 28 décembre, Moscou a annoncé la libération de Dimitrov avec des images de soldats en costume, de Père Noël célébrant sous un feu d'artifice improvisé et de morale élevée. Une image forte de contrôle. Dans un aveu rare, Kiev a confirmé la perte de Rodenskoye, Volno et Sofievka, reconnaissant implicitement l'effondrement de son dispositif défensif dans le nord du Donbass. Les forces russes avancent désormais vers Novi Donbass et Kucherov Yar, tandis que des unités spéciales opèrent déjà au cœur de Krasnoarmeysk. Le commandant ukrainien, Pivnenko, admet que ses troupes ne cherchent plus à gagner du terrain, mais à gagner du temps. Une stratégie de retardement désespérée. Seversk vers Slaviansk par l'est. Au nord, la libération de Sviatopokrovskoye, 25 décembre, a Bin-Neansanbi rapproché les Russes à 3 km de Severisk. D'ici le 28, ils contrôlaient l'est de Reznikovka et repoussaient l'ennemi hors du bastion de Zakotne. Chaque colline conquise, notamment les hauteurs au sud de Zakotnoye, sécurise le flanc de l'offensive vers Kalenki et Alexandrovka. Ultimes avant-postes avant Slaviansk, objectif stratégique suprême. 3. Konstantinovka. Pression silencieuse mais décisive. Le secteur de Konstantinovka a connu une progression méthodique mais critique. Du 25 au 28 décembre, les forces russes ont renforcé leur position au sud et au sud-est de la ville, consolidant leur emprise près de Minkovka. Ce village, situé à moins de 7 km de l'arrière immédiat de la garnison ukrainienne, à Rai-Alexandrovka, devient un point de levier stratégique. Bien qu'aucune libération spectaculaire n'ait été annoncée, cette pression latérale fragilise toute la défense ukrainienne dans le nord du Donbass, en menaçant les lignes de ravitaillement vers Seversk et Slaviansk. 4. Kupiansk, le nœud gordien du front. Kupiansk reste le point le plus critique et le plus chaotique du conflit. Malgré les vidéos officielles russes affirmant le contrôle de la ville, la réalité s'est nuancée. Les Ukrainiens remportent des succès tactiques et infiltrent la ville via des groupes de sabotage. Les Russes ont brisé l'encerclement dans la zone industrielle, usine de conserve sucrée, mais la partie ouest reste inaccessible sauf par drone. Le 28 décembre, une DRG composée d'anciens combattants d'Azovstal, échangés comme prisonniers puis réinjectés
a été éliminé en plein centre-ville, révélant la profondeur du recours ukrainien à des unités d'élite pour tenir la ville, avec 6000 soldats ukrainiens déployés sur les flancs et des attaques continues depuis Sobolevka et Moskovka. Kupiansk est devenu une bataille d'usure totale. Sa chute priverait l'Ukraine de tout levier offensif dans le nord du Donbass. 5 Kharkiv insoumis. Pression continue sur les frontières. Bien que secondaires, ces axes restent vitaux pour fixer les réserves ukrainiennes. À Kharkiv, les Russes progressent. Dans les forêts, plus de 900 mètres entre Pripoka et Liman, et ont pris plusieurs maisons à Volchansky-Koutory. Un pont stratégique à Staroye-Saltovo a été détruit, coupant temporairement les lignes de ravitaillement. Dans la région de Soumy, la tête de pont russe s'est élargie de 700 mètres, malgré une résistance acharnée. Les avancées autour de Kondratovka et Andreevka, plus de 15 km² le 26 décembre, visent à créer une menace constante à la frontière. Site Krasny Liman. L'encerclement continue. À Krasny Liman, la Russie mène une manœuvre d'encerclement silencieuse mais persistante. Le 25 décembre, les forces russes réalisaient un encerclement par le sud. Le 27 décembre, elles capturaient une ferme stratégique à la périphérie nord de la ville. Le 28 décembre, elles progressaient dans les forêts au sud d'Alexandrovka et à l'ouest de Grekovka, consolidant un corridor de pression autour du bastion ukrainien. Bien que les combats restent de position, chaque hectare gagné dans les bois alentours rapproche Moscou du contrôle total de ce nœud logistique vital. 7. Kherson. Guerre d'infrastructure et duel d'artillerie. Le front de Kherson, bien que moins dynamique en termes de mouvement, reste un théâtre clé de la guerre d'usure. Les forces russes utilisent drones et aviation de combat pour frapper des positions à Otradokamenka et Tokarevka. Le 25 décembre, une attaque contre la sous-station de Vinogradovo a privé 60 civils d'électricité. Le 27, les frappes de systèmes de roquettes multiples ont provoqué un blackout partiel à Kherson. En représailles, l'Ukraine a bombardé 10 villages de la rive gauche avec 38 à 43 frappes quotidiennes, illustrant une stratégie de pression constante malgré l'absence de gains territoriaux. Ce duel d'artillerie et d'infrastructures vise à épuiser les ressources logistiques et civiles des deux côtés, mais surtout à fixer les réserves ukrainiennes loin du Donbass. 8. Guerre énergétique. Kiev plongé dans le noir. La dimension la plus spectaculaire de cette semaine est l'escalade stratégique contre les infrastructures ukrainiennes. Nuit du 27 décembre, jusqu'à 550 munitions de précision lancées. Cible touchée. Centrale hydroélectrique de Vyshgorod, banlieue de Kiev. Sous-station de Brovary. Parc industriel de Bila Tserkva, 77 km de Kiev. Entrepôt de drones missiles à Treshkina. Conséquence, plus de 500 000 foyers sans électricité, dont 22 000 rien qu'en région de Tchernihiv. Cette campagne vise non seulement à paralyser l'armée, mais aussi à démoraliser la population civile en pleine période hivernale. En réponse, l'Ukraine multiplie les frappes profondes. Raffinerie de Syzran, base navale en Crimée, ponton à Makeevka. Mais ces actions restent symboliques face à l'ampleur des pertes territoriales. 9. Guerre aérienne. Record de drones abattus. La bataille des drones atteint des sommets. 25 décembre, 472 drones abattus. 26 décembre, 77 drones en 3 H, dont 73 en région de Bryansk, plus 8 vers Moscou. 28 décembre, 370 drones abattus en 24 heures. L'Ukraine tente de compenser ses pertes au sol par une guerre asymétrique massive. Mais la défense aérienne russe semble désormais capable de contenir les vagues, même si des cibles comme Belgorod ou Bryansk subissent encore des dommages. Conclusion globale. L'hiver de la décision. L'hiver 2025 ne sera pas seulement celui du froid, mais celui de la décision. En 4 jours, entre Noël et le seuil de la nouvelle année, la Russie a déclenché une tempête stratégique sans précédent. Des rues en ruine de Guliaïpol aux ténèbres imposées à Kiev, en passant par les encerclements silencieux autour de Slaviansk et Kupiansk, chaque front a basculé. Ce n'est plus une guerre de position, c'est une course contre le temps. Et Moscou semble avoir trouvé son rythme. Si Orekov tombe, c'est tout le nord du front de Zaporizhia qui devient vulnérable. Si Kupiansk cède, tout le nord du Donbass s'effondre. Et si l'électricité ne revient pas, la résistance civile vacille. Janvier 2026 ne sera pas un mois ordinaire.
Ce sera le mois où la carte de l'Ukraine pourrait être redessinée, pour de bon. Restez informés, restez vigilants, parce que ce qui se joue maintenant ne concerne pas seulement Kyiv ou Moscou, c'est l'avenir de toute la sécurité européenne qui est en train de se décider sur le front gelé de l'hiver 2025. Oui, abonnez-vous pour ne rien manquer des prochains rapports tactiques en temps réel. Likez si vous croyez en une information claire, factuelle et sans filtre. Commentez. Pensez-vous que l'Ukraine peut encore tenir sans un soutien occidental massif ?